Soral passe le bac de philo, c'est-à-dire qu'on lui a donné le sujet qu'il y avait au bac de philo, et il a rempli complètement le sujet, etc. C'est une archive de 2017. On regarde ça maintenant. Nous allons nous mettre dans la peau d'un sujet de bac, donc comme si nous étions à l'épreuve. Le sujet numéro un qu'ont eu les bacs L l'année dernière, c'était nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Qu'est-ce que vous écririez, vous, si vous étiez devant une feuille blanche? Déjà, je commencerai par essayer de comprendre ce que veut dire la question. Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Ouais. Alors, et puis après, je ferai un plan. Et je réfléchirai. Les convictions morales, il me semble, dans un premier temps, qu'elles sont fondées sur l'apprentissage. Si on regarde les convictions morales, par exemple, d'un musulman par rapport aux convictions morales de Mélenchon, elles sont basées d'abord sur une éducation. Alors après, ce qu'il faut, si je continue à dérouler, ce qui serait l'idée de mon plan, parce que je pense qu'il faut toujours commencer par un plan, ça serait de savoir qu'est-ce que dans les convictions vient de l'éducation. Et qu'est-ce qui vient aussi des réactions personnelles à l'éducation? C'est-à-dire qu'est-ce qui vient, on va dire, du socius, là, et qu'est-ce qui vient réellement de soi? Ça, c'est à la limite complexifier la réflexion sur la question, c'est peut-être le meilleur moyen d'y répondre. Parce que, évidemment, que la réponse, c'est pas oui, non. Donc, les convictions morales sont d'abord fonction du milieu dans lequel on est, de l'éducation. Il est évident qu'un aristocrate du XVIIe siècle a des convictions morales qui sont majoritairement transmises par son habitus. Et de temps en temps, effectivement, il peut y avoir, par l'expérience, qui sont en général des chocs. Qui dit expérience dit en général rencontre avec quelque chose qui vous contredit, qui vous contrarie, parce que sinon ça s'appelle dérouler. C'est pas de l'expérience, c'est en général une notion de souffrance et d'effort. Des gens qui peuvent remettre en question, comment dirais-je, les convictions morales acquises. Alors on peut réfléchir, par exemple, que Karl Marx est un bourgeois, son père était un juif converti allemand de la bourgeoisie. Lui-même fait des études de philosophie qui ne devraient pas l'amener à une sensibilité vers la question, on va dire, ouvrière et prolétarienne. Et à un moment donné, ses convictions morales, à mon avis, qui auraient dû l'amener à la pure philosophie, on va dire, spéculative traditionnelle, étant pris dans un bain social qui est l'Europe de l'époque de la révolution industrielle la plus dure, sans doute pour des questions personnelles, alors peut-être aussi liées à des restes de judaïsme chez lui, avec cette idée que le juif doit réparer le monde. Il y a une espèce de conviction morale qui se fonde en fait aussi sur une expérience qui est une expérience, on va dire, de douleur, même si c'est une douleur ressentie, la douleur des autres, par exemple. Donc la vraie réponse, c'est ça, c'est qu'il y a une partie de transmission. On peut parler, par exemple, un musulman, il est dans un bain musulman, ses convictions morales, c'est ce qui est haram et ce qui est halal. Et puis après, à un moment donné, il peut, par notamment son parcours personnel, immigrer, qui passe la Méditerranée, se retrouver confronté à un monde laïque et se poser des questions sur la validité de ces principes moraux en tant que musulman, ou alors, comment dirais-je, le côté fictif ou pas, par exemple, de ce qu'on appelle les droits de l'homme et la laïcité. Vous voyez, c'est une vraie réflexion. Donc en réalité, c'est plutôt comment se construit comment dirais-je, des convictions morales, et comment qu'est-ce qu'il faut pour que qu'elles aient une valeur et un intérêt. À mon avis, il faut déjà qu'il y ait une transmission sérieuse, c'est-à-dire une éducation forte, parce qu'on voit que les convictions morales d'un enfant du sous-prolétariat élevé dans une famille monoparentale avec la mère, quand on regarde la sociologie des Noirs américains des années 70, ça donne pas des convictions morales très ancrées. Par exemple, voilà. Donc il faut une transmission forte, et après il faut une expérience qui ne soit pas strictement la reproduction du milieu qui a transmis, par exemple, ces convictions morales. Par exemple, si je prends Henri de Lesquin, le bourgeois catholique élevé dans la certitude dans ses certitudes morales, et qui a les moyens sociaux et économiques de ne jamais être confronté à rien de brutal et de violent par rapport à ses convictions, finit par être ce qu'il est. C'est un vieux con, réac, de droite, dont les convictions morales sont fondées sur une expérience qui, en réalité, selon moi, une absence d'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de mise en danger, voyez. Alors que si on compare, par exemple, avec le même genre de profil, c'est-à-dire un Russe blanc, mais qui se retrouve confronté à la Révolution d'octobre, ruiné, qui se retrouve chauffeur de taxi en France dans les années 40 ou 30 ou 50, à mon avis, le personnage est plus intéressant
et il y a plus de chances de produire à un moment donné un discours moral, un discours critique, a plus de chances d'être habité, je dirais, par une morale, je dirais, intéressante et respectable, que le type, effectivement, qui déroule, en fait, de son héritage moral je dirais, quand son héritage moral s'enchaîne avec une pratique sociale qui ne vient à aucun moment donné remettre en question son apprentissage. Ça se verra aussi, par exemple, chez le gauchiste fils de prof. Vous voyez, ses convictions morales, c'est son père qui lui a donné, c'est mai 68. Il est fils de prof, donc petit bourgeois. Il parle des immigrés, il n'en a jamais vu. Il parle des ouvriers, il n'en a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est, ni que la souffrance du déracinement, ni le travail manuel. Et ça donne un petit Méric à la fin, c'est-à-dire un petit con. Voilà. Donc on a le vieux con comme Lesquin, le petit con comme Méric, ce qui nous permettrait, en développant, de voir effectivement qu'il faut avoir été structuré de façon assez rigoureuse par son éducation pour qu'on vous transmette une morale qui vaut quelque chose, et pas notamment la morale, justement, 68 arbre du libertaire, qui est d'ailleurs la morale d'Onfray, première version. Et puis derrière, il faut un parcours social, un parcours de vie, qui confronte vos valeurs héritées à la réalité du monde. Et là, ça donne de la validation et de la critique, vous voyez, pour produire une morale qui soit à la fois une morale collective, qui ait un sens, et aussi une morale personnelle, et que la morale personnelle vienne ajouter quelque chose de plus et de mieux à la morale collective. Vous voyez, si j'étais bachelier, j'aurais travaillé mon plan comme ça, je l'aurais développé, j'aurais pris des exemples, sans donner trop de noms pour éviter d'avoir une mauvaise note, mais je me serais appuyé effectivement sur le parcours du bourgeois catholique sûr de lui-même des années 30. On le voit chez certains grands écrivains, je sais pas, je réfléchis à des André Gide ou des gens comme ça, qui est assez sûr d'eux, NRF, voir si c'est si intéressant que ça, avec du recul. Et puis après, on peut comparer avec un parcours, par exemple, d'un musulman migrant, après d'un gauchiste fils de prof de mai 68, pour montrer effectivement à quel moment la question comment dirais-je, de la remise en question, de la valeur morale, de la morale par rapport à l'expérience, à la transmission, à la confrontation de l'expérience et la transmission, donne quelque chose effectivement de supérieurement moral ou d'intéressant, sachant d'ailleurs que là-dessus, moi j'ai une certaine réponse, puisque j'ai toujours parlé dans mes bouquins de ce que je l'appelais la conscience du déclassé, c'est-à-dire quelqu'un dont la pratique vient contredire la morale apprise. Et qui, par ce choc, est obligé de produire une réflexion et une morale qui n'est pas simplement une morale héritée ou une morale de l'arrogance aussi, qui d'ailleurs souvent va ensemble. Donc voilà, j'aurais brodé ça comme ça, et à mon avis, j'aurais eu une bonne note. Ouais, mais est-ce qu'on peut se dégager de ses convictions morales, même quand on arrive à ce point de remise en question forcée ? Déjà, se dégager d'une morale héritée, c'est déjà se dégager de quelque chose, donc c'est pas pareil que de partir d'un autre point ou de partir de nulle part, sachant que personne d'ailleurs ne part de nulle part. Moi, par exemple, je suis un fils de la bourgeoisie déclassée, qui a été attiré à un moment donné par le marxisme, mais en tant qu'intellectuel, parce que j'étais pas fils d'ouvrier ni ouvrier moi-même. Les ouvriers se sont jamais vraiment intéressés à la révolution prolétarienne, c'est quand même un truc d'intellectuel bourgeois. Et puis après, j'ai été... mon marxisme m'a permis de critiquer la société libérale dans sa phase des années 80, c'est-à-dire sa phase libérale libertaire. Et puis après, j'ai vu la limite effectivement de cette critique. J'ai été confronté effectivement à des gens qui portaient ce qu'on appelle les valeurs de la tradition. J'ai fini par critiquer, après avoir critiqué le libéralisme par le marxisme, j'ai fini par critiquer une certaine critique marxisme par la découverte de la pensée traditionnelle. Et puis finalement, j'ai essayé de produire une synthèse qui s'appelle Gauche du travail, droite des valeurs, parce que c'était nécessaire pour ma vie, ma survie, et ça me paraissait un chemin de conscience à la fois nécessaire et imposé. J'ai essayé effectivement de composer entre la gauche du travail, c'est quelque chose qui a à voir avec la pensée marxiste, la pensée de la production, et puis la droite des valeurs, qui est la question de la tradition, de l'autorité, de l'éternel retour aussi. Je me suis posé la question de l'éternel retour nietzschéen, c'est-à-dire que finalement, malgré l'arrogance de toute la pensée sociale de l'homme nouveau, on a l'impression finalement que l'homme nouveau est retombé aujourd'hui dans quelque chose qui a à voir avec l'éternel retour. C'est finalement, est-ce que l'homme nouveau était si nouveau que ça, et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de permanence, de fatum,
de retour cyclique à quelque chose qui a à voir avec le même. Alors évidemment, tout ça est le contraire de l'idée que l'histoire aurait un sens et qu'il y aurait un sens de l'histoire. Ça contredit l'idée de progrès. Est-ce que pour autant, il faut être, comment dirais-je, réactionnaire et penser que tout n'est que déchéance et que la vérité à aller chercher dans le plus lointain passé? La réponse n'est pas forcément celle-là non plus. Voilà, donc sur un sujet comme vous m'avez proposé au départ, on peut faire produire énormément de digressions. Et moi, je pense que ce qui compte, c'est que les digressions soient de qualité. En fait, il y a pas de la question n'amène pas une réponse presque oui/non. C'est le chemin c'est les réflexions qu'elles suscitent, la qualité des réflexions qu'elles suscitent, la manière dont elles peuvent s'articuler, la manière dont elles sont de qualité ou pas, selon des critères de logique, de cohérence, de finesse, etc., qui fait qu'à un moment donné, on a rendu une bonne copie, quoi. Alors là, je vous dis, qu'est-ce qu'un gamin de 18 ans peut répondre à ça? À mon avis, ça peut, sauf si c'est un génie précoce, ça peut pas te donner, à mon avis, grand-chose. Je me demande si c'est pas un peu jeune pour ce... Ou alors c'est un bon élève, quoi. Et il va citer 2-3 philosophes, son prof, et il aura peut-être une bonne note, quoi. Voilà, il a plutôt bien enchaîné. Allez, ciao, à demain.